Bonjour à tous, bienvenue à la masterclass série B2B de la Factory Com, Marketing Com pour être précis. Je suis Julien de l'équipe Digital 113 et je suis le graphiste multimédia du cluster. Alors juste une petite définition, une présentation de ce qu'est une factory. Alors c'est un groupe de travail piloté par les adhérents de Digital 113 qui sont spécialistes du domaine et qui mettent à disposition leur expertise sur des thématiques du marketing et de la communication. Et ce groupe de travail se réunit régulièrement pour identifier les besoins et les attentes des entreprises adhérentes avec pour objectif d'informer et de favoriser une entraide au sein du réseau. Et du coup, aujourd'hui, dans cette deuxième masterclass, on va traiter des personas et des messages clés. Alors, je vais juste rapidement présenter l'équipe de la Factory.com. Donc, il y a en pilote, nous avons Émilie Christ qui travaille chez Membus, Agathe Rouvière qui travaille chez InforSud Technologies, Alexandra Sommer de Creative and Thinking et Lionel Vargel de My Digital Spirit. Juste deux petites infos pour débuter. Et après, on aura une session de questions-réponses à la fin de la masterclass. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On répondra à la fin. Je passe la main à Alexandra. Alors, bonjour à tous. J'ai essayé de suivre à peu près, puisque c'est moi qui ai la main sur les slides de Julien. Donc, j'ai été en mode agile et c'est bien ce qu'il faut faire quand on fait du marketing. Je me présente pour ceux qui n'ont pas assisté à la précédente masterclass. Donc, je suis Alexandra Sommer. Je suis, pour me présenter rapidement, hein, moi, je viens du monde du logiciel, puisque j'ai passé une vingtaine d'années au service d'éditeurs de logiciels français et étrangers. Et depuis 2018, je dirige Creative and Thinking, qui est une agence de marketing B2B dédiée au monde de l'IT, aux startups et aux nouvelles technologies. Et je suis ravie de participer à cette masterclass aux côtés de Julien, qui s'est déjà présenté, et de Émilie, que je vais laisser se présenter maintenant. Bonjour à tous, donc moi c'est Émilie Christ, je suis responsable marketing et communication de la société Membus, qui est une PME toulousaine qui développe et commercialise des solutions pédagogiques en réalité virtuelle dédiées à la formation professionnelle. Donc je suis heureuse aujourd'hui de vous faire le retour d'expérience vu de l'intérieur un petit peu pour ce sujet des personas. Voilà, exactement, parce que dans cette masterclass, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir à la fois de la théorie et des cas pratiques. Donc, moi, je viens apporter la brique plus théorique et Émilie vient vous apporter son retour d'expérience vraie vie, comment ça se traduit dans la vraie vie, en tout cas de Membus. Et je n'ai pas précisé, effectivement, mais moi, je suis Team Montpellier. Moi, comme ça, vous avez la Digital Factory de Toulouse à Montpellier. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons passer, nous avions la précédente fois plutôt parlé du positionnement de l'entreprise et du storytelling. Et aujourd'hui, nous avons les personas et les messages clés qui sont donc une deuxième étape du Level Foundation que l'on vous propose aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose quelques principes marketing pour vous aider à appréhender les personas, parce que les personas, c'est nouvellement à la mode, si je puis dire, depuis tout ce qu'il y a stratégie digitale, mais on ne va pas se mentir, la définition des cibles, évidemment, on la faisait auparavant. La démarche des personas, c'est une méthode qui a été initiée juste avant les années 2000 par un Américain, et c'est une phase fondamentale de la démarche de conception qui est centrée utilisateur. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans du customer-centric et ils vous accompagneront en tout cas tout au long de votre stratégie marketing.
Donc, je suis obligée de faire quelques généralités, évidemment, des petites définitions avant de rentrer en matière. Donc, établir ces personas, c'est avant tout un travail de fond. L'avantage de ce travail de fond, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi dans d'autres domaines, aussi bien le marketing que la prospection, les ventes, la communication, puisqu'il est à la base de la construction de votre image de marque, donc le fameux branding. Et c'est important aussi quand vous travaillez sur vos personas, de le faire en groupe. Ne faites pas vos personas tout seul, impliquez bien les ventes, c'est ce que Mimbus a fait. C'est important parce que vous devez parler la même langue aux bonnes personnes et aux mêmes interlocuteurs, puisque si le marketing adresse des cibles et que les ventes en adressent d'autres, vous n'allez pas vous retrouver. Donc, si vous vous adressez correctement à vos cibles, le message aura plus de façon, en tout cas, enfin, passera mieux et sera mieux écouté. Pensez à analyser votre concurrence, c'est toujours porteur, en tout cas, de différenciants, de facteurs différenciants, de s'intéresser à la concurrence, en particulier la façon dont ils communiquent sur le web. Aujourd'hui, le web, en tout cas quand on est acteur de l'informatique, c'est incontournable. On ne peut plus s'en passer et identifier bien leurs forces et leurs faiblesses. Nous avions vu lors de la précédente masterclass le mapping concurrentiel et le SWOT. Donc, quand vous établissez vos personas, sans aller dans le détail de ce que vous avez déjà fait pour le positionnement, mais réutiliser ça de manière simplifiée pour dresser le portrait de vos concurrents. Ce sera plus facile de vous différencier quand vous aurez les messages clés de vos concurrents. Et puis, au bout du bout, vos personas, comme je le disais, ils permettent de valoriser, en tout cas, ce qu'on appelle la user experience, l'expérience utilisateur, pour proposer à vos clients prospects une navigation plus fluide et adaptée. Et puis, la méthode du persona, elle permet de dresser donc un portrait type d'une cible pour mieux la comprendre, mais surtout pour mieux lui proposer cette navigation plus intuitive. Et c'est comme ça que l'on construit un tunnel de conversion plus efficace. Alors, on commence à parler un peu avec des mots barbares, mais je suis navrée, ça nous vient des États-Unis. On appelle ça le Decision Making Funnel. C'est le tunnel de conversion voilà, de la sensibilisation de vos cibles au processus jusqu'à l'achat. Et puis ensuite, au bout du bout, évidemment, le must, c'est la fidélité de vos clients. Donc, comme je vous le disais, n'oubliez pas de faire ce travail en équipe. C'est pareil, quand vous avez ces différentes étapes du tunnel de conversion, on a une première brique qui est la sensibilisation au problème, ensuite l'expression du besoin, donc votre client il vient considérer, rechercher des informations, pour ensuite analyser et comparer, on parle de shortlist, etc., c'est bien de ça dont on parle, et puis vous avez le déclencheur d'achat. Et comme je le disais, enfin, la fidélité. Donc, plus vous faites ce travail en équipe, plus vous maximisez l'échange d'idées et plus il sera facile à plusieurs de dresser des portraits complexes, mais surtout proches de la réalité. L'idée, c'est de réunir, donc de vous réunir en atelier. Alors, on ne fait pas 45 ateliers, mais on en fait quand même ensemble. Alors, pas trop non plus, parce que si vous êtes 15, ça va être compliqué, mais utilisez en tout cas, contacter les personnes clés de votre entreprise en lien avec les ventes pour que vous puissiez dresser ces fameux portraits. Et puis pour aller un petit peu plus loin, n'oubliez pas que les personas sont des archétypes d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'il existe une matrice qui est affichée à l'écran, qui a été adaptée du Forrester Research, qui est un cabinet d'analystes. Il existe une matrice dans laquelle on fait le lien entre la solution proposée et l'environnement d'achat qu'il ne faut surtout pas négliger. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la solution et l'environnement d'achat sont complexes, plus votre persona aura besoin d'être accompagné. On parle de Enlighten Me, que j'ai traduit en éclairez-moi. C'est vraiment ça, c'est à vous d'accompagner au-delà de. On n'est pas juste dans le guide, on est vraiment dans l'accompagnement, on ouvre les chakras, si je puis dire, de vos cibles pour que vous puissiez leur donner les briques qui viendra leur faciliter la vie, mais surtout qui viendra, qu'ils comprendront en tout cas.
Et puis, plus vous avez un environnement de travail, une solution simple, plus un environnement est simple et moins vous avez besoin de faire ce travail-là. Donc, on est dans ce qu'on appelle quelque chose sur étagère, une licence Office qu'on achète à la Fnac, par exemple. Alors, évidemment, aujourd'hui, vous allez me dire, il n'y a plus de licence Office à la Fnac, quoique j'en sais rien, peut-être qu'il y en a, parce qu'on n'est pas tous des digital natives. Ça vient, voilà, on est sur un catalogue, c'est très facile. Et comme je vous le disais, plus vous êtes dans un environnement complexe et plus la solution est complexe et plus il faudra accompagner vos cibles. C'est pour ça que c'est important de bien travailler vos personas. Donc, et puis, vous irez connecter des informations précieuses pour déterminer les types de contenus dont votre site a besoin, mais pas que, mais surtout les habitudes de navigation. Donc, ayez bien en tête tous ces petits outils. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas aller dans le détail de tous ces archétypes, etc., parce qu'on irait beaucoup trop loin dans le process. Et ce n'est pas l'objet. Aujourd'hui, on est bien là pour parler des personas. Mais une dernière petite chose quand même, n'oubliez pas que le marketing, c'est un outil d'aide à la vente. Alors, moi, il y a plein de gens qui vont s'offusquer, mais c'est vraiment ça. On est là pour faciliter les ventes et de définir les rôles, en tout cas, de nos clients dans l'entreprise. Il faut savoir qu'on définit en marketing 5 rôles clés dans la vente de solutions dans un environnement complexe, parce que souvent, les solutions sont de plus en plus perfectionnées et les environnements d'achat sont de plus en plus complexes. Il est rare aujourd'hui de considérer qu'il y a, par exemple, un acheteur. Plus votre compte est grand et plus il va y avoir de personnes impliquées dans la vente. Donc, comme on se l'est dit, les personas sont des archétypes d'utilisateurs, donc ils possèdent une histoire, un âge, un métier et des missions, et chaque persona représente pour vous un groupe d'utilisateurs, et l'ensemble de ces personas représente la totalité de vos cibles. Donc, on définit plusieurs catégories de personas. Vous avez, et parmi ces 3 catégories de personas, vous avez les primaires, les secondaires et ce qu'on appelle les anté-personas. Mais on n'abordera pas ce dernier groupe aujourd'hui parce qu'ils sont très complexes et finalement peu utilisés. Donc, pour les personas primaires, c'est pour lui que l'on va construire nos messages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'adresse évidemment aux personas primaires, donc ils doivent être totalement, en général, ils sont uniques, ils sont, dans certains cas, vous pouvez en avoir plusieurs, parce qu'il faut tenir compte soit de la complexité, soit du process commercial ou de la taille de l'entreprise. Et il y a enfin les personas secondaires, donc là, en général, quand vous avez couvert les besoins des personas primaires, c'est quelques modifications qui vous permettront de satisfaire l'ensemble de leurs besoins. Et puis, il y a dans l'entreprise, donc on a ce qu'on appelle le sponsor. Le sponsor, c'est celui qui subit la problématique. Il est au cœur de la difficulté. C'est vraiment à lui que l'on va s'adresser. C'est souvent lui qui est à l'origine du processus d'achat et qui va se renseigner un petit peu. Il y a ce qu'on appelle l'executive sponsor, qui est lui, qui est un peu plus expert du sujet. Ça veut dire que lui, on va aller le solliciter plus pour... hop, je vais mettre de côté, pardon. On va aller plus le solliciter parce qu'il décide dans un environnement complexe et il est un influenceur important. Il décide, dans l'environnement simple, mais il a un rôle particulièrement influenceur dans un environnement complexe. Donc, il ne faut surtout pas le négliger, il faut bien identifier ces personas. Vous avez, parce qu'on est dans l'IT, de ce qu'on appelle les technical buyers, eux sont la partie technique, c'est eux qui valident que la solution que vous allez proposer fonctionne avec leur environnement existant. Ils peuvent s'opposer, attention à ne pas les négliger. Il y a enfin ce qu'on appelle l'économic buyer, qui lui a finalement une faible expertise du sujet, mais par contre, il négocie les conditions. En général, c'est les acheteurs. Souvent, dans ce qu'on appelle l'économic buyer, ce sont les acheteurs. Ça paraît bête, mais pareil, ne pas négliger ces personnes-là, parce que votre solution, ils ne la connaissent pas très bien. C'est pas ça qu'ils vont challenger. Ils vont challenger d'autres choses. Et puis ensuite, il y a
les influenceurs qui peuvent être ou internes ou externes à l'entreprise, des cabinets de conseil par exemple, sont souvent des influenceurs, ils accompagnent les clients et ils aident à qualifier techniquement la solution, mais surtout ont une approche gestion des risques. Donc voilà, donc toutes ces catégories-là, il ne faut surtout pas les négliger quand vous allez dresser vos personas et il faut bien que vous ayez en tête ces différentes personnes dans votre entreprise, très spécifiquement à l'informatique. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment voilà, votre sponsor, le métier, l'exécutif sponsor, celui qui décide, le technical buyer, le- le type de l'IT, si je puis dire, en tout cas la personne plus en charge de l'informatique, et puis l'économic buyer en général, c'est plutôt l'acheteur, l'influenceur, souvent sont des cabinets de conseil. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail maintenant. Ah, pardon. Donc, on arrive donc au sujet qui nous anime aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le user persona. Donc, le user persona, c'est vraiment votre cible, le marketing. Donc là, voilà, sa cible, c'est une personne. Pour les convaincre et attirer leur attention, il va falloir être un peu habile, suggérer subtilement votre produit. On n'est pas dans l'autopromo permanente parce que ça ne marche plus aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut bien considérer, en tout cas présenter à votre persona que la solution que vous allez présenter, elle est pertinente à la problématique qu'elle a. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire quand on dresse les personas, c'est de dresser une fiche d'identité de votre persona marketing, et on verra juste après, comme moi je fais vraiment des cartes, c'est-à-dire que moi je fais des cartes à jouer et puis je les affiche parce que je trouve que c'est important d'être dans l'action, et puis souvent on aime bien toucher des choses, donc moi je fais vraiment des fiches. Dans cette fiche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un contenu, donc qui sont l'identification des attentes de votre interlocuteur, mais surtout sa problématique, parce que parfois, quand il n'a pas bien... les attentes découlent de la problématique, et parfois il ne faut pas confondre problématique et besoin. C'est-à-dire que j'ai une problématique qui répond à ce besoin. C'est un peu subtil, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est de déterminer quel rapport entretient votre persona marketing avec votre offre, ou en tout cas la solution que vous allez proposer. Quels sont les freins qui pourraient empêcher que votre persona marketing n'achète pas vos produits ou services, en fonction de si vous êtes un éditeur ou une société de services. Comment s'informent vos personas? Où est-ce qu'ils vont chercher l'information lorsqu'ils ont besoin de se renseigner sur un sujet X ou Y? Alors, pas forcément sur votre solution, mais vous avez des personas, par exemple, qui sont des décideurs métiers. Quand on est un décideur métier, quand on est un DAF, on se documente sur des choses comme DAF Mag, ce genre de choses. Donc, c'est pas de l'IT, mais en tout cas, c'est ce que lisent vos cibles. Donc, c'est important de bien identifier ça. Et puis ensuite, c'est quels sont les mots-clés utilisés par votre persona. Attention au jargon que l'on utilise beaucoup dans les startups et chez les éditeurs de logiciels. On a un jargon hyper technique et hyper difficile, alors qu'il faut partager un vocabulaire avec ses cibles. C'est-à-dire qu'il faut bien identifier le vocabulaire de vos personas pour parler la même langue. Parce que si vous commencez à utiliser des mots qui sont très techniques, très propres, alors qu'en face, vous avez quelqu'un des RH, ça va être compliqué. Donc, il va falloir, la RH, plutôt valoriser des choses qui lui parlent et utiliser le vocabulaire qui lui parle. Donc ça, c'est intéressant à faire aussi quand on dresse ces personas, c'est d'établir un vocabulaire commun entre votre cible et vous, pour que vous ayez toujours ce vocabulaire. Et moi, je le vois très, très souvent. Attention au jargon dans les environnements IT, parce on ne se rend pas compte, c'est ce qu'on disait la dernière fois lors de la précédente masterclass. Attention, tout ce que vous dites à l'intérieur, ça sort toujours à l'extérieur. Ça veut dire que quand vous avez des façons de parler, des codes en entreprise, etc., à un moment donné, ça sort et ça fait que vous êtes plus compréhensible. Donc, il faut faire bien attention à ça.
Et puis ensuite, quelle est la journée type de votre persona marketing? Alors, quand je mets marketing, évidemment, c'est dans le cadre de notre activité marketing, hein, c'est un persona au sens large du terme. Donc, vous êtes une entreprise, donc vous imaginez, il faut ouvrir, comment dire, l'imagination, en tout cas, de votre cible. Les personnes adorent qu'on leur raconte des histoires. Souvenez-vous du storytelling, souvenez-vous, la dernière fois, on parlait du garage de Steve Jobs, qui faisait un peu, qui est un storytelling fort, en tout cas, dans l'histoire d'Apple, mais juste pour les autres, rien n'est jamais sorti de ce garage. En tout cas, ça fonctionne. Donc, bah, c'est ça, vos personnages, ils ont besoin d'imaginer des choses. Donc, il faut leur proposer, imaginez, vous êtes une entreprise qui vend des services en marketing. Votre persona marketing, il serait plutôt un directeur marketing. Sa problématique, qui souhaite établir un bon référencement naturel. Le contenu que vous allez devoir proposer à ce persona pour rencontrer sa journée type, c'est 3 astuces pour booster votre SEO, 5 choses que les directeurs marketing utilisent pour alimenter le référencement, les 4 avantages d'utiliser l'inbound marketing comme stratégie de blablabla. Voilà, c'est vraiment à ça que va servir toute cette fiche. Et puis, comme je vous le disais, moi, je dresse vraiment une petite fiche avec un modèle d'utilisateur typique que vous avez observé ou recherché d'une manière ou d'une autre pour identifier vos utilisateurs. En tout cas, ce sont des personnes qui influencent forcément la décision d'achat. Et puis, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette fiche? On va retrouver des attributs, un but, des tâches, les points de douleur qu'on appelle les pains et l'influence. Un truc que je fais toujours moi, c'est que vous avez toujours, quand vous imaginez vos personas, un client en tête. Voilà. C'est Nadine à la compta. Nadine à la compta, elle représente exactement la responsable comptable avec les attributs, le but, les tâches, etc. N'hésitez pas à lui donner un prénom, à la faire vivre cette personne, parce que comme ça, elle sera bien installée dans la tête de tout le monde. Tout le monde comprendra bien de qui on parle et à qui on s'adresse. Et puis, dans les attributs, ce qui est important, c'est à quoi ressemblent vos personas? Alors, pas physiquement, hein, évidemment, mais on est sur des éléments du titre. Quelle est la fonction? Donc là, je parlais de Nadine, elle est responsable comptable. Est-ce que c'est plutôt des hommes ou des femmes? Parce que même si on vise la parité partout, il y a des professions qui attirent plus des hommes que des femmes. Au marketing, on est beaucoup de femmes. À la com, encore plus. Voilà. Et dans l'informatique, même si ça bouge aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'hommes. Donc, on peut quand même savoir à qui on s'adresse. Il y a une tranche d'âge, souvent, en fonction de la fonction de votre cible. C'est-à-dire que le DAF, il a rarement 20 ans ou 25 ans, il ne sort pas d'école, le DAF. Donc, c'est important parce que quand vous allez réfléchir au vocabulaire, aux mots-clés, etc., ce sera important de vous adresser à ces personas en fonction de leur âge, des mots qui leur parlent. Voilà, moi, je suis plus vieille qu'Émilie, je n'ai pas les mêmes références, je n'ai pas les mêmes codes. Émilie, elle parle plus jeune, elle comprend mieux les langages voilà, d'une certaine population que moi. Moi, je ne suis pas toujours... c'est important, voilà, il faut considérer ça comme ça. C'est important aussi de considérer le niveau d'études, parce qu'en fonction du niveau d'études que vous avez fait, vous allez être soit plus théorique que pratique ou l'inverse. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait de l'alternance, etc., sont des gens qui sont beaucoup plus dans la pratique. Donc pareil, il faut adapter son vocabulaire. Et puis, si vous avez des personas avec des spécialités, c'est pareil, c'est ici qu'il faut considérer ça. Votre persona, Nadine, elle est spécialiste, je ne sais pas, du taux de change des matières premières, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand vous proposez un logiciel de gestion de trésorerie, c'est important à considérer. Et puis, quel est son profil? Son profil, c'est l'ambition. Est-ce que c'est une personne qui a de l'ambition? Tous les gens de l'entreprise n'ont pas une ambition démesurée, n'ont pas envie de gravir les échelles de l'entreprise. Il y a différents profils. Et pareil, quand vous adapterez vos messages à vos profils, ce n'est pas la peine
d'aller bousculer une personne qui préfère rester dans sa zone de confort, qui préfère, voilà, qui a l'habitude d'utiliser des outils de telle ou telle façon. C'est pas la peine de révolutionner sa vie. Et puis après, dans tout ce qui est but, c'est par rapport à votre solution, évidemment. C'est-à-dire qu'il va falloir contextualiser un petit peu, mais de quoi ils se soucient. Voilà, qu'est-ce qui, à quoi ils pensent au quotidien, quelle est leur préoccupation. Et puis, dans les tâches du quotidien, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Comment est-ce qu'ils le font? Parce qu'en fonction de votre outil, vous pourrez avoir le bon vocabulaire en tout cas et les bons messages en fonction. Et évidemment, il y a ce qu'on appelle les points de douleur aujourd'hui en marketing. On l'avait vu la dernière fois, je crois, mais on parlait de positionnement. On répond bien à une problématique client, sauf quand vous venez révolutionner un usage. Mais même dans ce cas-là, vous venez résoudre une problématique ou en tout cas faciliter la vie de votre cible. Donc, pourquoi est-ce qu'ils cherchent une solution ou en tout cas ils auraient intérêt à chercher une solution du type de la vôtre? C'est pour répondre à un point de douleur, à une problématique. Et puis après, on en a un petit peu parlé rapidement tout à l'heure, mais il y a tout ce qui est influence. Qu'est-ce qui compte pour eux? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça influencera leur process de décision? Donc, j'ai parlé tout à l'heure de DAFMAG, ça c'est de la presse, mais il y a d'autres choses. Ça veut dire que moi je suis au marketing, j'ai des magazines spécialisés dans le marketing. Il y a des lieux de rencontre, des instances de référence. Donc ça, c'est pareil. Vous avez, quand vous adressez à un directeur de la production informatique, il y a quelque chose qui s'appelle le CRI, Petit Forum, qui est une rencontre annuelle des directeurs de la prod. Ça, c'est un lieu d'influence parce qu'ils se rencontrent entre pairs, ils viennent assister à des sessions d'échange, à des témoignages, etc., etc. Tout ça, ça influence un peu votre cible. Donc, il faut identifier ces lieux de rencontre. Et puis après, il y a les réseaux d'influence métier. Au-delà des grandes conférences, il y a des agoras, ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant aussi de les identifier pour tenter d'y participer, en tout cas pour apprendre de vos sources, de vos cibles et pour aller un peu plus loin. Et puis, dans l'influence, il y a est-ce qu'ils ont une appétence pour la technologie? Ça dépend des personnes, pas toujours. Donc ça, c'est important à considérer. Et enfin, est-ce que l'influence hiérarchique compte? C'est-à-dire que vous avez des profils dans les entreprises où, quand on est plutôt dans l'innovation, l'influence hiérarchique compte moins parce qu'on est là pour apporter quelque chose de nouveau, pour proposer quelque chose de nouveau. Alors que, par exemple, quand on est comptable, l'avis du DAF est très important. Donc tout ça, ce sont des éléments que vous devez rassembler dans des petites cartes comme ça à chaque persona. Et puis, il y a des personnalités principales. Donc moi, je fais toujours 5 cartes persona. On en parlait tout à l'heure, mais il y a le responsable technique en fonction de votre offre. C'est pareil, il faut faire cet exercice pour chacun des personas. Donc là, on est dans les personas primaires, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce responsable technique, vous allez dresser la même chose, les attributs, le but, la problématique, ses tâches au quotidien et ses réseaux d'influence. Vous allez faire la même chose pour les opérationnels techniques, parce que parfois, en fonction des personas, vous avez besoin d'un opérationnel et d'un responsable, et même exercice pour les responsables métiers et les opérationnels métiers. Et comme on le disait tout à l'heure, vous avez cette catégorie d'influenceurs, souvenez-vous, qui sont les partenaires stratégiques de l'entreprise. Souvent des cabinets de conseil, alors il y en a probablement d'autres, mais c'est vrai que moi je vois souvent le partenaire stratégique, c'est un cabinet de conseil parce qu'il a été sollicité pour répondre à une problématique, pour aller chercher, dresser un cahier des charges, etc. Et c'est lui qui va vous présenter en tout cas comme la solution de référence pour résoudre la pain de vos clients. Donc ce sont souvent des profils commerciaux. Mais ils sont à considérer et ils sont, pour moi, fondamentaux. N'oubliez pas de mettre un prénom, c'est important, parce que ça permet d'identifier une personne. Donc, on le disait, son âge, sa profession, c'est ce qu'on est dans les fiches persona. Et puis, il y a d'autres choses qu'il faut aussi considérer, c'est le profil digital. Émilie en parlera, elle a, Émilie, des cibles qui sont
pas forcément des gens très digitaux, en tout cas digital native. Donc, c'est très important quand ils n'ont pas un écran préféré, que ce soit mobile, tablette ou ordinateur, parce que pareil, quand vous allez ensuite dresser vos messages, on ne s'adresse pas de la même façon quand on fait du mobile ou quand on fait de l'ordinateur. De l'ordinateur, on est dans des plus gros contenus que dans du mobile. Et puis parfois, on se rend compte que il n'est pas si digital que ça, le monsieur ou la dame, et qu'il va falloir s'adapter un petit peu parce que cette façon de faire les personas, oui, c'est pas que digital finalement, c'est une façon de revoir un peu la définition des cibles. Donc, quand on est sur le profil digital, pensez bien quelle information il recherche, ce qu'il utilise ou pas les réseaux sociaux. Vous avez des populations qui sont absentes des réseaux sociaux, même si aujourd'hui sur LinkedIn et tous ces réseaux, il y a beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux n'ont aucune influence sur eux. Et puis le bonus, quand vous rassemblez toutes ces informations, c'est si vous arrivez à rassembler les valeurs de votre interlocuteur, parce que vous saurez toujours mieux lui parler, ce qui l'anime dans la vie ou ce qui, au contraire, l'agace au plus profond. Pardon, c'est comme ça que vous pourrez bien discuter avec vos cibles. Et enfin, les objectifs que vous souhaitez adresser quand on parle de vos cibles, c'est les messages, qu'est-ce qu'il doit retenir, et on en parlera un peu plus, et le fameux call to action, qu'est-ce qui convertit. C'est-à-dire que faire venir quelqu'un sur votre site, c'est facile. Le convertir et lui demander d'engager une action vis-à-vis de vous, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est le rôle des messages clés et des messages que vous allez adresser. Plus vous serez pertinent et plus vous aurez de chances que ça convertisse. Et enfin, dans ces personas, vous avez ce qu'on appelle la cible entreprise. Vous pouvez avoir des personas un peu différents où ça va un peu varier en fonction de la taille d'entreprise que vous visez. Parfois, vous n'êtes pas mono-entreprise, c'est-à-dire que vous ne visez pas que les TPE ou que les PME. On se rend compte quand même souvent quand on vend de l'IT, c'est qu'on a des très grands comptes. Alors évidemment, quand on s'adresse aux gens du CAC 40, on ne va pas dresser les mêmes messages que quand on s'adresse à une TPE, parce que sinon, vous allez les perdre. Si vous parlez croissance, etc., à une TPE qui, en général, essaye d'être pérenne, ça sera pas facile parce que vous n'allez pas du tout lui parler. Donc, vous avez la cible entreprise, les personas et la cible entreprise. Il faut bien sûr adapter vos personas à la cible entreprise. Et une fois qu'on s'est dit ça, je vous propose de prolonger l'expérience avec Émilie, qui va vous parler de son retour d'expérience à elle, de la façon dont elle a dressé ses différents personas, et vous verrez que je n'invente rien, elle utilise en tout cas au quotidien, parce que c'est quelque chose qui existe chez Mimbus, les mêmes terminologies que ce que je vous ai présenté. Oui, alors tout à fait. Donc, là, je vous présente les 3 personas principaux de Mimbus avec lesquels on interagit tous les jours. Nous, enfin, ce travail, il a été fait avec l'équipe commerciale. Donc, c'était l'équipe commerciale et moi qui avons fait ce travail. Au départ, je l'ai entamé seule. Puis, on s'est vraiment concerté quand on a fait l'acquisition. On a pris un abonnement au CRM et la plateforme marketing HubSpot. Donc, c'est vraiment là qu'on a passé la vitesse supérieure et on a vraiment formalisé nos personas. Donc, vous voyez ici, il y a 3 types de personas. J'ai repris les typologies, la sponsor, technical buyer et economic buyer. On a donné un nom. Alors, Pierre le Pro VR, Simon le directeur de la digitalisation, Eric le politique. Donc, c'est fait exprès, c'est des rimes en fait, pour que vraiment il nous reste en tête, qu'on retienne le nom et que de suite, voilà, c'est des techniques, mémotechniques en fait. Et donc, voilà, donc chacun a sa propre problématique, comme le disait Alexandra. Le formateur a besoin de solutions pour motiver ses apprenants et les aider à acquérir des compétences. Le directeur de la digitalisation, lui, doit vraiment digitaliser ses parcours de formation. Et Eric le politique, lui, doit faire briller son centre de formation et rentabiliser ses formations. Voilà, c'est vraiment des objectifs précis. Et ils interviennent, en fait, chacun à un moment précis du cycle
de vente, ça passe en général, ça varie en fonction des structures, mais en général, ça passe d'abord par le formateur et ensuite le directeur de la digitalisation et Eric le politique. On doit les convaincre avec des méthodes de vente et du contenu marketing différents à chaque stade. Voilà pour ces 3 personas. Peut-être si on passe à la Voilà, la slide. suite. Voilà. Donc, comme le disait Alexandra, on a 2 personas qui ont tous les 2 le rôle de sponsor dans les centres de formation, mais qu'on n'adresse vraiment pas du tout de la même manière. Donc, Pierre Le Provert, il est très connecté. On va vraiment pouvoir utiliser le digital pour susciter son intérêt et l'attirer vers nos solutions. Alors que André, le futur retraité, lui, il n'est pas du tout connecté. Il n'est pas sur les réseaux, il est très peu sur Internet. Il utilise vraiment des canaux classiques, en fait. Il va plutôt nous voir sur des salons. Il va plutôt prendre conscience des solutions d'apprentissage immersif via la presse spécialisée. Donc, c'est vraiment, nous, vraiment, on a ces enjeux-là de rester quand même sur des méthodes classiques marketing plus traditionnelles, donc de faire des salons, être sur la presse, etc. Voilà. Parfait. Voilà. Justement, c'est une excellente entrée en matière des différentes stratégies que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de stratégie d'inbound marketing contre, entre guillemets, l'outbound marketing. Moi, je suis pro inbound efficiency. Je considère que une bonne stratégie marketing, c'est une stratégie marketing qui combine les deux. Voilà pourquoi, parce que vous avez l'inbound marketing qui est très digital, qui consiste à faire venir, en tout cas à envoyer du contenu pour faire venir les gens à vous. Et puis vous avez l'outbound marketing où là on va chercher le client. C'est-à-dire qu'on va aller le voir sur des salons, c'est l'emailing, voilà, ce sont des méthodes plus traditionnelles. Donc vous avez méthode digitale versus méthode plus traditionnelle, et c'est ce qu'on verra dans les prochaines masterclass. Comme ça, je vous fais le petit teasing. Il faut venir et il faut s'inscrire. Mais on le verra un petit peu plus en détail. Mais c'est exactement ce que illustre, et ayez-le en tête, c'est exactement ce qu'illustre Émilie ici. Et puis, pourquoi est-ce que on établit ces personas pour adresser ce qu'on appelle la buyer journey. Donc, c'est important, comme on le voyait, d'adapter ces contenus en fonction de la buyer journey, donc de la journée type de vos personas, en tout cas, et de la façon dont ils répondent au funnel d'acquisition que l'on a vu tout à l'heure. C'est important de parler à la bonne personne, c'est pour ça qu'on les fait au bon moment, parce que il y a un moment pour tout. Quand vous, par exemple, adressez des comptables, ne leur parlez pas le matin à 9h, ils font des rapprochements comptables, ce n'est pas du tout le bon moment. Il y a aussi un endroit, comme illustrait Émilie, parfois c'est des salons, parfois c'est sur le web, et surtout avec le bon contenu. Donc, ce qu'on cherche à faire avec la buyer journey, c'est bien ça, c'est de valoriser l'expérience utilisateur en proposant des contenus différents selon l'avancement de votre interlocuteur. J'ai essayé de rattraper un petit peu le retard, mais comme on a eu des petits problèmes de lien, ce n'est pas évident. Et donc, la buyer journey, c'est cet outil marketing qui permet de définir les étapes du cycle de vie de vos clients, quand je dis client/prospect, et surtout son process d'achat. Donc, il y a 3 étapes clés que sont alors le awareness qui est la découverte, la considération et puis la décision, pour pouvoir dresser des contenus adaptés à la phase de découverte, puisqu'on est en train d'arriver tout doucement vers les messages clés. Les messages clés, ils viennent répondre à ces différentes phases. Et pour les contenus dédiés à la phase de découverte, les principaux enjeux, comme je vous dis, c'est de générer du trafic vers votre site web. Donc, c'est de faire venir, c'est ça l'objectif. Et comme je vous disais, faire venir, c'est facile, convertir, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, l'objectif, c'est de gagner en notoriété, de transformer vos visiteurs en prospects. Et vous devez adapter des contenus. Alors, donc, ici, on sera sur des contenus plutôt généralistes, plutôt informatifs, adaptés à une phase de recherche. Et on illustrera un petit peu ce process un peu plus loin, mais par exemple, c'est souvent des articles de blog, parce que
sont des contenus assez généralistes. Vous avez les livres blancs. Alors, l'avantage du livre blanc, c'est que ça permet, ça a un double avantage qui permet, de sensibiliser au problème, d'asseoir votre expertise sur un sujet donné. Attention, dans un livre blanc, on ne fait pas de l'autopromo, on est sur du sujet d'expertise. Et enfin, de convertir, donc de récolter des informations sur les visiteurs qui téléchargent votre document. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est considération, donc les contenus adaptés à la phase de considération, c'est d'évaluation, c'est-à-dire que votre prospect, il a identifié son problème, donc il part en quête de solutions pour le résoudre. Et votre mission ici, c'est de présenter ce que vous pourriez offrir, ce qui peut répondre à son besoin. Donc, vous devez absolument mettre en avant, évidemment, votre expertise et votre savoir-faire pour que la recherche d'informations fait que de votre prospect, en tout cas, vous positionne tout de suite comme un expert et qu'il ait envie d'aller un petit peu plus loin. Ça peut être de la campagne emailing, hein, il y a différentes façons de faire ça. Ça peut être une newsletter et puis toujours ce livre blanc. Le livre blanc, c'est le nerf de la guerre du marketing. Et en tout cas, c'est un outil précieux pour les gens du marketing pour sensibiliser, informer, convertir. Et puis ensuite, vous avez les contenus liés à la prise de décision. Une fois qu'on a trouvé les différentes solutions, vous allez devoir adapter vos contenus de façon un peu plus pointue. Ça veut dire que quand on cherche des fournisseurs, on n'est plus sur ce qu'on appelle les fact sheets, donc les fiches produits, on n'est plus sur de la success stories. On va vouloir découvrir, rencontrer des personnes, en tout cas des entreprises qui ont eu la même problématique et qui l'ont résolue grâce à vous. Évidemment, il y a la démo, il y a le séminaire, etc., séminaire, webinaire, peu importe. Donc ici, c'est un contenu qui répond qui répond à la problématique de votre prospect et qui lui permet de décider si votre solution convient ou pas. Et on va repartir sur une petite illustration. Alors, on a fait un petit tableau simplifié, enfin plutôt, Émilie a fait un petit tableau simplifié pour illustrer ça, parce que inutile de vous dire que quand vous faites des tableaux comme ça de buyer journey, c'est des usines à gaz Excel, souvent, dans laquelle on va mettre tous les personas, toutes les étapes, les contenus, les mots-clés, etc. Là, on a limité au type de contenu que vous allez pouvoir vous proposer, parce que sinon, c'est très difficile à appréhender, et puis ça demande un travail de fond et de contextualisation. On ne peut pas faire que de la généralité. Je te laisse présenter. Oui, c'est ça, exactement, Alexandra. Donc ça, c'est un tableau simplifié. Le vrai tableau, comme dit Alexandra, est très complexe et beaucoup plus fourni en informations, évidemment. Donc, on a fait, là, sur ce tableau, vous avez à gauche la colonne avec les étapes du funnel d'acquisition. Et ensuite, j'ai mis les 3 personas principaux de Membus. Et à chaque fois, j'ai essayé d'identifier le contenu qu'on peut leur pousser ou leur présenter pour les faire avancer un petit peu dans ce funnel d'acquisition. Donc, ça va pour la partie découverte, c'est souvent Pierre et Simon qui arrivent en première intention. Donc, ça va être du SEO, des posts LinkedIn et des conférences. On va les capter comme ça. Et après, petit à petit, on va les faire avancer avec du matériel un peu plus classique, du contenu. Voilà, on est dans une première phase, on va dire, de digitalisation et d'inbound. Donc, la phase considération, ça va être des vidéos, brochures commerciales et le site Internet. Et ensuite, ça va être des démos produits. Éric Le Politique, il arrive en général après, dans cette phase analyse, et lui, il va vraiment... Ses contraintes, ça va vraiment être la rentabilité de ses outils. Donc, à lui, il va falloir vraiment lui présenter des études de cas, des fiches Excel où il va pouvoir calculer le retour sur investissement de ces outils, parce que c'est vraiment là-dessus, il connaît presque pas le métier en fait des simulateurs.
pour lesquels on forme les apprenants. Lui, il veut juste de la rentabilité. Il ne veut pas dépenser pour rien. Donc, c'est des outils. C'est notre acheteur. C'est notre acheteur. C'est tout à fait notre acheteur. Oui, exactement. Et après, on a toute une étape de fidélisation avec des vidéos tutos, une plateforme de formation en ligne, un département Customer Success avec le suivi de nos clients, un envoi de newsletter tous les 2 mois avec des informations sur l'apprentissage immersif et les innovations. Voilà comment on a découpé notre bailleur de journée. Bah, parfait, voilà, donc vous voyez que c'est important de définir les personas d'abord, d'ensuite considérer la bailleur de journée avec des types de contenus que vous pouvez proposer à vos sites pour les faire avancer dans le funnel d'acquisition. Et puis, on se rend compte voilà, qu'il y a des étapes et que tous vos personas ne sont pas impliqués à toutes les étapes, en tout cas, du funnel d'acquisition, parce que Eric le politique, s'il a un rôle d'acheteur, il est plutôt en fin de course. Ça ne veut pas dire qu'en découverte, il n'existe pas. Il va falloir quand même lui proposer un petit peu de présence, en tout cas, pour que vous soyez identifié, quelqu'un, si je puis dire. Mais on voit bien qu'il intervient en 3e étape. Ça, c'est important. Et c'est justement la transition parfaite pour parler des messages clés, parce qu'une fois que vous avez des types de contenus, ou en tout cas des instances dans lesquelles traînent, si je puis dire, vos personas, il y a ces fameux messages clés qui sont les choses les plus importantes à dire au sujet d'un thème donné. C'est-à-dire que c'est comment est-ce que je fais pour verbaliser rapidement, en tout cas en quelques mots, le sujet, en tout cas le thème sur lequel je souhaite me positionner. Donc c'est court, c'est soigneusement planifié, c'est présenté de façon un peu stratégique ou tactique pour expliquer une idée. On ne multiplie pas, les messages clés, c'est pas pour parler de 50 trucs. C'est-à-dire que on veut que la personne, votre interlocuteur, doit se souvenir du message que vous souhaitez passer. Et on va revenir un petit peu. Alors, je vais d'abord présenter ce que moi j'appelle la triade du message clé. C'est l'objectif de communication. C'est important d'avoir cet objectif. Pour quel persona et avec quel canal de communication, pour toujours adapter son message à ses interlocuteurs, avoir un langage qui est plutôt dans l'action. Ayez plutôt un langage dans l'action, parce que ça incite un petit peu au passage à l'action. Illustrez vos messages. N'oubliez pas que c'est très important d'illustrer un petit peu les messages. Les personnes, on parle de raconter une histoire, ben oui, parce qu'on aime bien raconter des histoires. Il faut rester quand même cohérent à travers vos populations, mais assurez-vous bien que le message central est étayé par des informations, soyez crédibles, soyez concis, factuels, ça c'est toujours très apprécié. Plus on est factuel, plus votre message est perçu. Soyez simple, on évite le jargon, on est dans le langage clair, on est tous des humains au bout du bout, hein, on est toujours tous des consommateurs, donc c'est quand même mieux. Soyez toujours positif, on évite, même si parfois ça fonctionne, les 5 erreurs à ne pas commettre. C'est toujours mieux quand on est positif, avec un langage actif, comme je le disais. On essaye toujours de mettre l'accent sur les résultats plutôt que sur les activités, parce que vous avez le politique, je ne sais plus son prénom, chez Mimbus, mais qui, lui, est plutôt orienté résultat. C'est-à-dire que les activités, ça lui importe peu. Il est vraiment orienté ROI, calcul de rentabilité, etc. Donc, soyez bien orienté résultat. Et puis, n'oubliez pas qu'on se souviendra d'histoire et d'expérience plutôt que des faits et des chiffres quand même. Donc, soyez bien dans ce qu'on appelle la user experience. Et ici, vous avez une illustration avec Mimbus de l'article de blog. Alors évidemment, Émilie ne peut pas vous détailler, vous montrer tous les messages clés, etc. Mais on se rend compte qu'il y a des messages qui sont mieux perçus. Et là, on vous présente plutôt l'étape de sensibilisation que l'on a vue avec les articles de blog. Je te laisse reprendre la main, du coup. Oui, c'est exactement ça. Donc ça, c'est la partie blog de Mimbus qui est vraiment là pour donc déjà effectivement nous référencer sur les mots-clés tapés par nos cibles. Donc ce sera surtout
Pierre Le Provert et Simon, le directeur de la digitalisation. On veut aussi, par cette section, par ce blog, nous positionner comme experts de la pédagogie immersive. On va vraiment utiliser des mots-clés qu'ils emploient et qui leur parlent et qui vont taper en fait sur Google. Les commerciaux font un travail de relation avec nos prospects et clients pour savoir un petit peu comment ils nous ont retrouvés, quelles sont les choses qu'ils vont taper sur Google pour arriver jusqu'à la pédagogie immersive, parce que ce n'est pas forcément ça qu'ils recherchent. Ils ne cherchent pas forcément la réalité virtuelle. Ils cherchent des outils pour améliorer leur formation, pour digitaliser la formation. Ce n'est pas forcément la réalité virtuelle. Donc voilà, on a créé ce blog il y a 2 ans, il me semble, qu'on essaie d'alimenter régulièrement avec des articles et faire avancer dans le funnel de conversion. Et voilà, à terme, on va densifier ce contenu et vraiment l'enrichir pour en faire une vraie plateforme vivante pour nos prospects. Super, ben voilà, vous voyez qu'il y a quand même une illustration des messages. Si vous avez entendu, Émilie, elle a parlé d'expérience de pédagogie immersive. Et comme par hasard, j'ai quand même beaucoup d'illustrations avec des casques de réalité virtuelle. Donc là, dans l'immersion, on est quand même bien là. Donc c'est quand même, les messages sont illustrés. C'est-à-dire que, et c'est important d'illustrer ces messages, on va le voir juste après. Voilà, donc évidemment, les mots-clés, quand on est sur une formation peintre en carrosserie, on ne va pas aller chercher un casque de réalité virtuelle. Mais en revanche, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure les 5 raisons d'eux ou les 5 façons d'eux quand je donnais mes exemples, c'est illustré. J'ai formation peintre en carrosserie, 10 raisons. Alors là, je ne vois pas la suite, mais quand je ne vais pas aller forcément le taper sur le blog, je vais aller dans Google. Donc, c'est à ça que ça sert, en fait. Et du coup, j'ai une image qui montre de la réalité virtuelle, mais on est bien dans le cœur de la formation qui est peintre en carrosserie. Donc, il va bien falloir le faire comme ça. Et puis, quand on est dans les messages clés, c'est important d'être clair. Donc, on ne confond pas ce qu'on appelle l'UVP et l'USP. On a vu la dernière fois, l'Unique Value Proposition, c'est la proposition de valeur de l'entreprise, alors que l'Unique Selling Proposition, c'est le différenciant commercial. Il ne faut pas mélanger parce que les messages ne seront pas les mêmes. Quand je suis une entreprise et que je veux me différencier dans mon positionnement, je ne me présente pas de la même façon que quand je suis commercial et que j'ai envie de valoriser des éléments différenciants de mon offre. Je ne confonds pas storytelling et message clé. Storytelling, c'est l'histoire de l'entreprise, la façon dont je la raconte, c'est un peu plus long, etc. Les messages clés, c'est vraiment les petits messages qui viennent illustrer le reste, en tout cas, de ma présentation. Donc, on ne confond pas message entreprise et message commercial, ça va un peu dans la même lignée que UVP et USP. On clarifie son offre. Souvent, la difficulté, c'est que ce que je constate moi aujourd'hui, c'est que les offres sont hyper complexes et du coup, les messages ne sont pas clairs. On veut toujours en mettre des tartines techniques et du coup, on ne s'adresse pas bien à ses cibles. Donc, c'est important de bien clarifier les messages de chacune de vos offres, si vous en avez plusieurs, ou de votre offre, si vous en avez qu'une. Et puis, on fait attention à cette identité visuelle qui doit être cohérente, parce que comme on l'a vu avec le cas de Mimbus, ça marche. Vous avez son peintre en carrossier, mais il a un casque de réalité virtuelle. C'est pas choquant, mais ça illustre bien les 2 messages que je souhaite faire passer Mimbus, qui est la formation en peintre en carrosserie et cette expérience immersive. Et du coup, je vais un peu insister sur le fait de valoriser ces messages. C'est Confucius qui disait « une image vaut 1000 mots », c'est vrai. Ce qui est important de retenir, c'est que 65% des individus ont une mémoire visuelle. Donc oui, les messages clés, c'est aussi illustré. C'est aussi la bonne image. C'est-à-dire que si vous proposez de la réalité virtuelle, comme l'a fait, par exemple, je reprends cet exemple de carrossier, il y a quand même un carrossier derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le casque. Si Mimbus avait mis le casque de réalité virtuelle tout seul, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'on aurait perdu le message. Et puis, voilà, le cerveau humain retient mieux les images. C'est comme ça. Il y a une chose aussi, c'est que n'oubliez pas que sur Internet, on a
prolifération de mots, il y en a de partout. Il y a toujours des articles très longs, très, très, très difficiles, fastidieux à lire et on a du mal à aller au bout. Donc, c'est la clarté de votre offre qui fera la différence. Et puis, il y a une petite règle qui dit que l'individu retient 10% de ce qu'il entend, 20% de ce qu'il lit et 80% de ce qu'il voit. Donc, c'est important. N'oubliez pas cet aspect-là parce que, voilà, une fois de plus, pour accompagner vos messages clés, ce sera important d'avoir la bonne image. Et puis, est-ce que le saviez-vous? 93% de ce que nous retenons vient des signaux non verbaux. Alors, qu'est-ce que sont les signaux non verbaux? C'est tout ce qui est langage du corps, ton, voix, rythme. Il faut savoir que seulement 7% de ce que l'on retient provient des mots. Évidemment, parce que si vous avez une approche très agressive et que vous dites des choses gentilles, on va retenir l'agression. On ne se souviendra pas que vous avez dit des trucs sympas. À l'inverse, si vous dites des trucs gentils mais que vous êtes en mode pitbull, c'est pareil, ça marche pas. Donc, c'est bien important, comme dans cette communication non verbale, en tout cas, de bien adapter la voix, le ton, le geste. Quand vous faites une vidéo, c'est particulièrement important d'adapter le bon message, en tout cas la bonne façon de le dire. L'expression du visage est aussi très important. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 V. Donc le 7% de la communication est verbale, donc vient des mots. 38% de la communication est plutôt vocale, donc c'est l'intonation, le son de la voix, et 55% de la communication est plutôt visuelle, donc ça c'est tout ce qui est langage corporel, expression du visage. Donc ayez bien ça en tête, c'est-à-dire que n'oubliez pas de bien accompagner vos messages clés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se limiter aux mots, au poids des mots. En tout cas, il faut bien adapter le reste. Et puis, pour conclure un petit peu tout cet atelier, n'oubliez pas que votre client, il achète un bénéfice concret pour son entreprise, mais aussi pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle bénéfice, le bénéfice pour un individu, il est à la fois professionnel et personnel. On est tous des humains et on a tous un petit quelque chose qui dit qu'il faut aussi que personnellement, j'y trouve mon compte. Personnellement, ça peut être ma progression dans l'entreprise, ça peut être le fait que ce logiciel me libère du temps pour que le mercredi, je puisse partir à 17h parce que j'ai théâtre. Il peut y avoir d'autres choses qui influencent le processus d'achat, en tout cas de décision, et qui sont non palpables. En tout cas, votre solution n'y pourra rien à proprement parler, et pourtant. Donc, bien plus que l'avantage mis en avant par un commercial, donc dépasser le niveau argumentaire. C'est-à-dire que aller vraiment, votre message, il doit être orienté bénéfice. Ça veut dire que il ne faut pas juste penser j'ai mon discours commercial, j'ai mon pitch. Non, je pense persona. C'est-à-dire que je pense au client, j'ai une approche plutôt user-centrique, je pense à mon persona et je ne pense plus, enfin en tout cas je mets de côté l'approche qu'on appelait product-centrique qui est très années 90, donc ça fait longtemps qu'il ne faut plus le considérer, et il ne faut pas faire du faux user-centrique en adoptant, en prenant les besoins du persona et puis en modifiant son produit. Non, 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 on est vraiment user-centrique aujourd'hui, concentrez-vous bien sur votre client. Voilà, on a presque rattrapé le retard. On peut maintenant passer aux questions-réponses si vous en avez. Je vais sortir du mode plein écran parce que sinon je ne vois pas passer enfin, nous ne voyons pas passer les questions. D'ailleurs, je ne les vois pas du tout. Je ne les vois pas parce qu'il n'y en a pas. Voilà.
Donc, ça veut dire que probablement nous avons été très clairs avec Émilie, c'est plutôt une bonne nouvelle. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je sais que cette approche des personas, ça paraît un peu technique, etc. Mais mettez-vous bien dans la vie de vos utilisateurs. Illustrez le plus possible la vie de votre persona pour que vous ayez un individu en face de vous. C'est-à-dire que vous considériez bien Pierre, je sais que ça rime avec Pierre. Le ProVR. Ah, le ProVR, je ne l'avais plus. Je savais que c'était le Pro quelque chose. Le ProVR, identifier le bien. Voilà, Pierre, c'est un individu, il a des appétences, il a des choses qui lui parlent plus que d'autres. Donc, c'est bien à ça qu'il faut répondre aujourd'hui. Excusez-moi, j'avais une question à côté. Merci en tout cas pour la présentation, elle était très riche et très intéressante. Concernant les personnages, est-ce qu'il existe des ressources de fiches type? Vous évoquez le DAF. Les DAF dans une ETI, ils ont tous la même problématique. Ils ont une même problématique, mais il faut bien que vous vous mettiez en version votre solution. Ça veut dire que à quoi votre solution va répondre, à quelle problématique va-t-elle répondre pour ce DAF? Parce qu'effectivement, si vous parlez le DAF, aujourd'hui, on est dans la digitalisation des processus financiers. Vous allez aller dans tout un tas de trucs qui sont, je ne connais pas votre offre, mais qui ne sont pas forcément votre offre. Votre offre est peut-être un fragment de réponse à la digitalisation du processus financier. Donc, il faut bien que vous vous concentriez sur la problématique qu'il a et à laquelle votre solution va répondre. Oui, pour autant, les attributs, l'âge, le parcours, l'influence, elles vont être un peu communes à toute problématique. Absolument. Oui, oui, ça, c'est l'individu. Ça veut dire qu'effectivement, son âge, c'est son âge. Enfin, mais c'est pour que vous puissiez le comprendre et bien adapter les messages clés que vous allez mettre en face. Comme je le disais tout à l'heure, même si ça ne se voit pas, Émilie et moi n'avons pas le même âge, bien sûr, ça se voit. Moi, je ne suis pas sensible au même message qu'Émilie, qui probablement n'a pas les mêmes problématiques que moi au quotidien, qui est un peu plus jeune, donc qui a une autre ambition à l'échelle de son âge, vous voyez, et c'est pour ça que vous pouvez mieux adapter vos messages en considérant l'individu. C'est-à-dire que plus vous allez considérer votre cible comme un individu, plus vous aurez de chances de lui parler d'égal à égal, d'établir une relation de confiance avec cet individu-là. Mais évidemment, votre DAF, il va pâtir. Alors, il est dans les CFO Diner, par exemple. Il va être peut-être aux journées de la FTE, encore que non, c'est très trésorier, mais il va participer à des instances qui sont les mêmes pour tout le monde. Mais vous allez bien mettre en avant, si vous participez à ces salons ou à ces conférences, ce que vous allez bien mettre en avant, c'est le bénéfice pour le DAF, tenant compte évidemment de ce que vous pouvez lui apporter. Parce que si vous avez un message générique digitalisation de la fonction DAF, vous ne le rencontrerez pas, tout le monde fait ça. Très bien, merci pour... Avec plaisir. Ça répond à votre question? Oui, sur l'approche. Pour autant, je reste sur... je vais regarder si je peux trouver quand même des fiches, parce que je ne le connais pas complètement. Je parle du DAF. Donc, pour trouver sa tranche d'âge, sa formation, etc., ce serait bien d'avoir... il y a certainement des... Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de chercher les job profiles. Vous avez des fiches de poste aujourd'hui qui sont faciles à trouver sur Internet et qui vous dressent. Quand vous avez, en général, quand on cherche un DAF, j'extrapole un peu, mais quand vous allez dans la fiche profil, on cherche quelqu'un qui a tant d'années d'expérience, etc., qui est plutôt de formation comme ci, ça vous permet de dresser son âge, ça vous permet d'identifier. Le DAF, il n'a pas 20 ans, hein, en tout cas. C'est une population, tout ce qui est DAF, ils sont plutôt 45, 55 ans, les DAF. Très bien. Bien, s'il n'y a plus de questions, qu'est-ce que je peux faire à part vous donner rendez-vous pour le prochain Level Foundation qui sera sur le sujet les leviers du marketing digital. Donc, vous aurez de nouvelles têtes pour
pour cet atelier. Et puis, ça, c'est le jeudi 26 janvier, toujours à la même heure, à 11h30. Et puis, notez d'ores et déjà dans votre agenda le premier round du level intermédiaire, où on abordera un peu plus en détail tout ce qui est stratégie digitale. Donc, évidemment, on parlera, ce dont je vous ai parlé, d'inbound marketing. Là, ça se passe en mars, c'est le jeudi 9 mars, à 11h30, toujours. Donc, s'il n'y a plus de questions, est-ce que c'est moi qui clôture le débat? Je ne sais pas. Je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année pour ma part, et je rends la main à Julien pour qu'il clôture cette petite session. Merci beaucoup Alexandra et Émilie pour cette masterclass. Merci à tous pour votre présence. Je voudrais juste rajouter que vous allez recevoir très prochainement un email avec le lien de notre page dédiée à la Factory Marketing.com. Comme ça, vous aurez accès à toutes les prochaines toutes les prochaines masterclass, avec le programme et la possibilité de vous inscrire en avance. Je mettrai aussi le lien du replay de la masterclass d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. C'est parfait, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.